Salut et bienvenue sur Mediapart. C'est une déflagration. L'État d'Israël veut faire voter des lois qui interdiraient sur son sol les activités de l'UNRWA, mais aussi tout contact entre cette agence et les autorités israéliennes. Alors l'UNRWA, c'est une agence des Nations Unies créée en 1949. En Jordanie, au Liban, en Cisjordanie, ses écoles, centres de santé, camions d'aide humanitaire fournissent des services essentiels à des centaines de milliers de Palestiniens et aussi à Gaza dévasté où l'UNRWA vient en aide à la population. Depuis des années, mais particulièrement depuis un an, cette agence est dans le viseur de l'État israélien, ciblée d'ailleurs elle aussi à Gaza comme le reste de la population. Pourquoi ? Peut-être car derrière l'UNRWA, c'est une autre question qui se joue, le sort des Palestiniens, pour beaucoup des réfugiés dont les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents ont dû quitter leur terre à la création de l'État d'Israël et qui sont aujourd'hui 6 millions dans tout le Proche-Orient. Réfugiés palestiniens, l'autre guerre d'Israël, c'est à l'air libre, l'émission de Mediapart. Alors derrière cet acronyme, UNRWA, se cache le nom finalement de cette agence des Nations Unies dont on parle, en français l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Une agence qui est une agence des Nations Unies qui est la bête noire d'Israël depuis un an et davantage en réalité. Certains de ses collaborateurs ont été accusés par Israël d'être des membres du Hamas et pour certains d'avoir directement participé au 7 octobre, au point qu'Israël la considère aujourd'hui comme une organisation, je cite, terroriste. Elle fournit l'aide humanitaire et des services de base. Elle a été bombardée à Gaza. Plus de la moitié de ses installations ont été endommagées ou totalement détruites. Et 233 de ses collaborateurs, selon les derniers chiffres de l'UNRWA, ont été tués. Désormais, Israël veut couper ses liens avec l'agence, l'interdisant de fait d'opérer auprès de millions de réfugiés palestiniens. Alors pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette émission. Et pour ça, il faut se plonger dans l'actualité, mais aussi dans l'histoire et dans la question très ancienne, finalement jamais résolue, des Palestiniens forcés à quitter leur ville, village et terre et devenus réfugiés au moment de la création de l'État d'Israël, malgré un droit au retour qui a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies. On va voir ça avec nos invités aujourd'hui. Gwenaëlle Lenoir, salut. Bonjour. Tu es journaliste à Mediapart, tu couvres les guerres d'Israël en cours au Proche-Orient. Tu étais d'ailleurs il y a quelques semaines encore en Cisjordanie, notamment dans des camps de réfugiés là-bas. Kamel Doraï, bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS au sein du laboratoire Migrinter et à distance depuis Jérusalem, nous sommes avec Jonathan Foller. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes un des porte-parole de cette agence de l'ONU, l'UNRWA. L'UNRWA, donc, qu'Israël veut bannir de son territoire, c'était ce lundi 28 octobre à la Knesset, le Parlement israélien. הצבעה כעת. 92 בעד, 10 נגד. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים. Une majorité écrasante dans ce vote à la Knesset, Gwenaëlle. Et en réalité, il y a cette loi, mais d'autres lois qui visent l'agence des réfugiés palestiniens. Absolument, une majorité écrasante, c'est-à-dire qu'en fait, les députés qui n'ont pas voté ces deux lois, en gros, sont les députés qu'on appelle arabes israéliens. Donc, cette majorité écrasante, en plus, il y a à le souligner, correspond à une majorité écrasante de l'opinion publique israélienne. Donc, il y a deux lois qui ont été adoptées donc lundi par la Knesset. La première dit « L'UNRWA n'effectuera aucune mission ni ne fournira aucun service et n'exercera aucune activité sur le territoire souverain de l'État d'Israël ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord, l'UNRWA doit arrêter, si la loi n'est pas révoquée, l'UNRWA devra complètement arrêter ses activités à Jérusalem-Est occupée, puisque Jérusalem-Est a été annexée par l'État d'Israël en 1980. Ça concerne le quartier général de l'UNRWA et ça concerne également un camp de réfugiés qui est dans la localité de Shoafat, qui dépend de Jérusalem. Ça risque aussi en fait de rompre les liens bancaires de l'UNRWA, puisque l'UNRWA passe par une banque israélienne. Donc ça veut dire que l'UNRWA ne pourra plus payer les salaires de ses employés ni ses fournisseurs. Donc ça veut dire un effondrement complet de l'agence pour la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. D'autant plus que la deuxième loi révoque toutes les exceptions dont bénéficient les employés de l'UNRWA, notamment l'immunité diplomatique. Là, je parle du personnel étranger.
mais interdit aussi tout contact entre l'administration israélienne et l'UNRWA. Et là, quand on parle d'administration israélienne, on parle de l'administration qui gère les territoires occupés palestiniens, qui s'appelle le COGAT. Donc ça veut dire que l'UNRWA ne pourra plus se coordonner avec l'armée israélienne, donc ne pourra plus faire rentrer les camions dans Gaza, par exemple, ou dans n'importe où en Cisjordanie, ne pourra plus passer les checkpoints. Ce sera la même chose pour ces personnels. Gwenaëlle, c'est pas la première fois, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 7 octobre que l'UNRWA est ciblée. Si on s'en tient déjà au 7 octobre, c'est pas la première fois. Non, c'est pas une grande surprise. D'abord, ces deux lois, en tout cas, elles étaient dans les tuyaux depuis un moment. Alors, les relations entre l'UNRWA et l'État d'Israël sont mauvaises quasiment depuis 1967. Elles se sont vraiment complètement détériorées ces dernières années, en particulier à partir de l'établissement du gouvernement d'extrême droite, le dernier gouvernement Netanyahou, celui qui est encore en place depuis décembre 2022. Ce gouvernement, je le rappelle, compte en son sein des ministres d'extrême droite et qui sont aussi des colons. Et donc, évidemment, pour les colons, l'UNRWA, c'est un cauchemar absolu. Alors, depuis le 7 octobre, pour faire très court, évidemment, les relations, c'est encore pire. En gros, Israël considère que l'UNRWA est une organisation terroriste et abrite donc en son sein des terroristes. Donc, il y a eu des accusations lancées en janvier 2024 par les autorités israéliennes, affirmant que 12 des employés de l'UNRWA avaient participé au massacre du 7 octobre commis par le Hamas et d'autres factions palestiniennes. Ensuite, ils ont rajouté 7 noms, donc on est arrivé à 19 noms. Alors, 19 personnes sur 13 000 employés de l'UNRWA à Gaza. C'est pas énorme, mais ça a été une déflagration parce que tous les alliés d'Israël, qui étaient aussi des bailleurs et de gros bailleurs de l'UNRWA, ont suspendu à ce moment-là leurs fonds. Et comme toutes les agences de l'ONU... Dont la France d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle a dit en fait. Voilà. Et comme toutes les agences de l'ONU, l'UNRWA ne fonctionne qu'avec les fonds des membres de l'ONU. Donc là, les États-Unis ont suspendu, l'Allemagne, le Canada, etc., j'en passe et des meilleurs, et la France, comme tu l'as dit. Donc l'UNRWA, qui est déjà toujours sur le fil, c'était totalement catastrophique. Kamel Doray, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette loi, de ces lois qui sont votées? On a rappelé que l'hostilité, elle est ancienne, mais vous, quelle conclusion vous en tirez? Qu'est-ce que ça risque de provoquer? Le risque le plus important, à mon sens, c'est vraiment la dénégation du droit des réfugiés, en tant que réfugiés, d'avoir assistance. Et également, je pense que c'est un des volants qui est peut-être un peu moins présent dans le mandat de l'UNRWA, mais qui est quand même très important pour les réfugiés palestiniens, c'est la question de la protection. Dans des zones de conflit, dans des zones où ils sont soumis à de l'occupation ou à des mesures qui sont discriminatoires, le fait qu'ils puissent compter sur une agence de l'ONU pour pouvoir les défendre et les protéger, même si on le voit dans le cas de Gaza, la protection demeure extrêmement limitée, mais au moins l'agence est là pour faire du plaidoyer et pour leur permettre quand même de pouvoir maintenir ce statut de réfugié qui est fondamental pour eux. Jonathan Fowler, je me tourne vers vous. Évidemment, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé ces lois. Pour vous, quelles seraient déjà les conséquences concrètes si ces lois étaient votées dans les prochaines semaines et confirmées dans les prochaines semaines? Tout à fait. Nous sommes dans une période où on est toujours dans le conditionnel, mais imaginons qu'effectivement ces lois sont mises en œuvre. On risque l'arrêt très rapide des opérations humanitaires dans le bande de Gaza, ce qui est une crise humanitaire dans la région sans précédent. Nous nous trouvons, parce que nous sommes la colonne vertébrale de l'opération internationale humanitaire à Gaza, toutes les autres agences des Nations Unies et beaucoup d'ONG internationaux aussi dépendent de nous pour vous fournir l'aide humanitaire aux Gazaouis. Il faut se rappeler qu'on parle de presque 2 millions de personnes, la famine qui rôde, les épidémies, le polio qui est revenu après son éradication il y a 25 ans. Donc, imaginons que tout ça s'arrête. Si notre opération humanitaire s'arrête, c'est impensable. Autrement, les entraves à nos opérations ailleurs, à Jérusalem de l'Est et en Cisjordanie, les conséquences sur le bien-être de la population, bien-être relatif, l'éducation,
la santé, l'écroulement total de nos services et l'instabilité qui pourrait être une conséquence. Donc ça, c'est juste la conséquence sur les gens que nous aidons. Mais sur l'agence même, son fonctionnement, les gens qui travaillent pour cette agence, surtout les national, c'est très très risqué. Alors Jonathan, depuis le 7 octobre, Gaza, la population civile de Gaza évidemment est directement ciblée avec ces dizaines de milliers de personnes. On n'ose même plus presque dire le bilan qui est donné par l'autorité palestinienne et le Hamas, parce que on parle de 42 000, 43 000 morts, mais on sait que, par exemple, Save the Children dit que l'ONG Save the Children que 20 000 enfants manquent, donc on est probablement au-delà de ce bilan, sans qu'on puisse vraiment le savoir. Mais l'UNRWA elle-même a été directement visée à Gaza. Selon vos derniers chiffres, 190 des 350 écoles, centres de santé et de distribution de l'UNRWA à Gaza ont été visés. 563 Gazaouis abrités dans des camps de l'UNRWA à Gaza, où il y a 2 millions de personnes déplacées, pour certaines au moins 10 fois depuis le 7 octobre, ont été tués. Et même 233 de vos personnels, je crois, tués aussi tout simplement comme le reste de la population chez eux le plus souvent. Oui, tout à fait. Pour le nombre de nos personnels qui ont été tués, c'est un chiffre sans précédent dans l'histoire des Nations Unies pour le nombre de morts parmi le personnel, parmi les collaborateurs des Nations Unies. Donc c'est choquant sur ce côté-là. C'est choquant toujours quand on reçoit, par exemple, un matin, on reçoit la nouvelle qu'un de nos collègues, les collègues qu'on connaît, qui sont morts, mais c'est terrible, ça nous touche tous. Ce sont des gens qui pour la plupart, ont pu continuer à travailler, même en situation de déplacement. Et qui meurent avec leur famille, mais aussi sur leur lieu de travail. C'est une perte humaine absolument terrible. Effectivement, vous avez cité aussi le fait que nos bâtiments, presque 200 de nos bâtiments ont été touchés. Là, on parle de plus de 400 incidents, donc il y a des bâtiments qui ont été touchés à plusieurs reprises. Il faut se rappeler que ces bâtiments, c'est les lieux, c'est des installations des Nations Unies, donc c'est sous le drapeau bleu des Nations Unies. Ce sont des lieux protégés dans le droit humanitaire international. Les gens qui y trouvent abri, parce que nous avons transformé par exemple nos écoles en centres d'abri pour accueillir les personnes déplacées, ils devaient être protégés. Donc, en fait, le droit humanitaire international est bafoué tous les jours. Donc, c'est une situation choquante sur ce côté-là. Et bien sûr, donc la question d'urgence, c'est la question humanitaire, puisque, je l'ai dit, l'UNRWA à Gaza, je crois, elle fournit des services de base, tout ce dont on a parlé, mais aussi, dans le cas particulier de Gaza, y compris, elle fait la voirie, l'assainissement, c'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de service municipal, en réalité, qui s'occupe de tout ça. Si demain, ça s'arrête, ou dans quelques semaines, avec les lois qui sont en train d'être votées, ça veut dire qu'une situation déjà très difficile que vous aviez décrite ces derniers mois, c'est-à-dire notamment sur l'aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes, là, en gros, si l'UNRWA ne peut plus communiquer avec le gouvernement israélien, tout s'arrête, comme le disait Gwenaël. Exactement, parce que là, si les opérations sont non seulement entravées, mais totalement bloquées, tout s'arrête. Donc, tout s'arrête pendant la guerre, tout s'arrête ensuite aussi. La reconstruction de Gaza, nous sommes l'agence des Nations Unies avec le plus grand nombre de personnel. Les gens qui font partie de la population, ils sont dans la communauté, donc ils savent ce qui est nécessaire pour la reconstruction. Et ici, on ne peut même pas travailler, je ne veux pas dire le jour après, parce qu'on ne parle pas comme ça, mais je veux dire, si on ne peut même pas continuer notre travail sur ce côté-là, la remise en marche du système d'éducation, avec les enfants qui sont sortis de l'école depuis, ils ne sont pas scolarisés depuis 13 mois maintenant, avec tous les impacts sociaux qui peuvent encourir.
c'est pas possible. Et ça, il faut vraiment que ces droits soient revoqués sur ce côté-là. On va poursuivre la discussion, mais justement, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, pour prendre la mesure de ce dont on parle, cette visualisation de la destruction de la vie à Gaza qui vient d'être publiée par l'ONG Forensic Architecture, partenaire de Mediapart. Elle est intitulée « Cartographie du génocide ». Elle est disponible sur leur site forensic-architecture.org et elle repose sur un rapport de plus de 800 pages avec une liste de données impressionnantes, vérifiées et accessibles à tout un chacun. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Vous pouvez la trouver en ligne, cette infographie, que dans les 3 premières semaines de la guerre, il y a eu 1000 frappes, 25 000 tonnes d'explosifs, utilisés sur Gaza, selon les calculs de Forensic, touchant surtout les villes en bleu. Et puis en novembre, c'est en rouge, l'invasion terrestre commence, les destructions s'intensifient, elles gagnent l'ensemble du territoire. Forensic Architecture qui a fait le compte, 425 écoles et universités détruites, 273 bâtiments religieux, 250 abris, une grande partie du réseau routier. Les établissements médicaux également, on les voit ici, systématiquement ciblés, et plus de 70% de la surface agricole détruite, ce qui rend évidemment beaucoup plus compliqué la capacité de se nourrir et créant des zones de famine. Et pendant ce temps, il y a eu de nouvelles infrastructures militaires créées par l'armée israélienne destinées à créer une zone tampon autour de Gaza, la création d'un corridor de Netzarim pour couper Gaza en deux, et des structures qui, selon Forensic Architecture, préfigurent une présence militaire de long terme. Et puis on en parlait, il y a la façon dont l'aide humanitaire déjà a été ciblée, des attaques sur des convois, du personnel, des civils qui cherchaient de l'aide et puis aussi ils ont ciblé des boulangeries. Et puis il y a aussi les déplacements de population dans des zones présentées comme sûres, au début vers le sud de la zone de bande de Gaza autour de Rafah, et puis là, dans cette zone, Mawassi, un peu plus au nord, qualifiée de zone humanitaire par Israël, qui a été bombardée, selon Forensic Architecture, 10 fois au moins l'été dernier. C'est un travail donc très précis de Forensic Architecture que vous pouvez retrouver en ligne, forensic-architecture.org. Gwenaëlle, toi tu l'as écrit sur Mediapart, depuis un an on assiste à une destruction systématique de tous les aspects de la vie à Gaza. Oui, moi je parle même d'anéantissement en fait, de la vie, de tout ce qui peut rendre une vie une vie humaine possible, enfin même une vie animale d'ailleurs, mais une vie humaine possible et une vie en communauté. Il n'y a plus aucun service possible. Les gens sont, comme tu as dit, complètement déplacés en permanence, dispersés, donc ça veut dire un éclatement des liens familiaux au sens large. Il n'y a plus de ramassage d'ordures, il n'y a plus d'infrastructures pour les eaux usées, pour l'eau potable évidemment. Ça touche vraiment les êtres humains dans leur intimité la plus profonde, puisque imaginez que vous habitez un abri fait de briques et de brocs, à touche-touche avec d'autres abris, et pour aller prendre une douche, il faut, pour ne serait-ce qu'aller aux toilettes, il faut faire des heures de queue. On est quand même aussi dans une société conservatrice, donc ça, pour les femmes, c'est vraiment une atteinte à la dignité très profonde. Également, un ami gazaoui me racontait, par exemple, que jusqu'à il y a très récemment, dans les produits interdits à l'importation à Gaza, il y avait tout ce qui était produits d'hygiène. Ouais. Ça veut dire beaucoup. Ouais. Ça va beaucoup plus loin que la destruction encore, quoi. Kamel Doraï, votre impression avant qu'on poursuive un petit peu sur ce qu'on a dit là depuis le début de cette émission. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est l'ampleur des destructions et l'impossibilité pour les gens d'y vivre. Ça rappelle, et je crois que c'est un traumatisme qui est très fort dans les populations palestiniennes, au-delà de la matérialité et évidemment de l'ampleur des destructions, mais c'est la crainte par les déplacements multiples, l'absence de zone de sécurité, d'une nouvelle Nakba, en fait, d'une nouvelle catastrophe qui reprojetterait les Palestiniens sur les routes de l'exil. Et donc cette volonté de rester sur place pour résister, qui est la dernière forme de résistance possible, c'est juste de ne pas partir, c'est surtout ça qui est le risque extrêmement grand. Et comment reconstruire ensuite une vie
possible dans un espace qui est complètement détruit et qui est contrôlé sur toutes ses frontières. Et à Gaza, la mémoire de la Nakba, elle est particulièrement forte, puisque beaucoup des gens qui vivent à Gaza, leurs parents ou leurs grands-parents, sont arrivés à ce moment-là, à la fin des années 40. Quand plus de trois quarts des Gazaouis sont en fait réfugiés. Ouais. Alors, pour justifier sa volonté de se débarrasser de l'UNRWA, le gouvernement israélien a des mots très forts. Hein, tu en as parlé, Gwenaël, tout à l'heure. Il l'accuse de complicité pure et simple avec le terrorisme. Mardi, le représentant permanent d'Israël aux Nations Unies a résumé au siège de l'ONU à New York ce qui est reproché à cette agence de l'ONU. On écoute. For over a year, we have exposed UNRWA Gaza as a terrorist front posing as a humanitarian agency. The scandals tied to UNRWA Gaza are staggering, almost countless. Months ago, we revealed that over 100 UNRWA employees were Hamas operatives, providing their names and Hamas IDs to the UN. Yet, no action was taken. Le représentant d'Israël qui accuse une clinique de l'UNRWA, dit-il, a été utilisée pour déposer des armes, lancer des roquettes. Il montre aussi des photos d'un des terroristes du Hamas, salarié, dit-il, de l'UNRWA à Gaza. Sa conclusion est donc très claire. There is no longer any plausible deniability regarding UNRWA's infiltration by terrorists. Nor are there any excuses left. This Council, the international community, and the entire UN must confront the facts that UNRWA Gaza is beyond redemption, beyond reform, beyond any justification. We must turn the page now. Jonathan Fowler, we must turn the page now. Il faut tourner la page maintenant, autrement dit remplacer l'UNRWA par autre chose, mais quoi ? L'UNRWA qui, dit-il, serait une fraude terroriste déguisée en agence humanitaire. Évidemment, comme accusation, c'est très grave. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? On balaye ce genre d'accusations immédiatement. Je veux juste souligner deux choses. D'abord, c'est que nous avons vivement condamné les attaques du 7 octobre en tant qu'agence. Nous dirigeons personnellement aussi, publiquement, à répétition. Malgré ça, nos détracteurs prétendent qu'on n'a jamais rien dit. Et il va de même pour le secrétaire général des Nations Unies. C'est le même genre d'accusation. Donc, en fait, c'est une utilisation rhétorique. Autrement, nous prenons toujours au sérieux des accusations de non-respect des normes, des principes de neutralité des cadres et des employés personnels des Nations Unies. À chaque fois qu'il y a du genre d'accusations qui étaient sorties par le passé, des accusations moins graves généralement, nous avons toujours agi. On a limogé des employés qui n'ont pas respecté les principes, les consignes, en fait, les obligations des personnels des Nations Unies. Mais là, pour entrer en matière sur les accusations qui sont sorties, comme quoi on aurait eu des employés qui auraient participé dans les attaques du 7 octobre ou par la suite, c'est qu'au début, on a reçu des noms. Par la suite, on avait mandaté, vu la gravité des accusations, on avait mandaté une enquête indépendante qui a fait son cours et on fallait a trouvé eu du problème à recevoir des preuves des autorités israéliennes. Finalement, a pu conclure qu'éventuellement 9 employés de l'UNRWA auraient, conditionnel, peut-être participé dans les attaques. Donc, je minimise pas du tout les accusations. On a entendu par la suite d'autres chiffres. Là, c'est qu'on essaie de dire toute l'agence est infiltrée, toute l'agence est infiltrée de collaborateurs d'Hamas, mais c'est parfaitement, c'est du non-sens statistique en fait. Parce que si on parle, sans minimiser encore les accusations, mais de 9 personnes, 10 personnes, 50 personnes dans une agence de 13 000 à Gaza, 30 000 dans la région, c'est statistiquement très très petit et nous avons toujours nettoyé. On a limogé des employés justement pour cette raison-là. Mais on entend toujours les accusations de ce genre qui reviennent toujours sur la table. Ouais. Et on doit se poser des questions. Pourquoi ? Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas impossible. Vous n'en avez pas, si je comprends bien, les preuves définitives aujourd'hui. Que ce n'est pas impossible, que ça ne doit pas être minimisé, mais que pour autant, ça ne remet pas en cause le travail de l'agence. C'est ça ? Parce que peut-être que certains peuvent se dire, déjà, 10, c'est trop. Exactement. Mais si on regarde des parlements, par exemple, dans plusieurs pays, ou je sais pas, les armées de plusieurs pays, ou les partis politiques, il peut toujours, ou les entreprises privées, les médias, il peut toujours avoir des éléments problématiques
qui pourraient être identifiés et virés pour leur comportement criminel, par exemple. Mais pour autant, on ne dit pas que parce qu'il y a des extrémistes qui ont réussi à infiltrer une unité militaire, on doit jeter toute l'armée à l'eau. Et en fait, on essaie d'imposer des standards qui sont dans un non-sens sur l'UNRWA. Et c'est pour ça qu'on sait pertinemment que ce n'est pas que à cause de ces accusations, mais c'est parce que nous représentons autre chose et qu'on essaie de nous balayer de la scène pour d'autres raisons. Gwenaëlle, là-dessus, qu'est-ce qu'on sait? Israël a produit des rapports, a montré des photos, a parlé, même on a vu l'extrait, jusqu'à une centaine d'opérationnels du Hamas ou d'autres groupes qui seraient des salariés de l'UNRWA. Aujourd'hui, factuellement, qu'est-ce qu'on sait? Jonathan Fowler nous dit, voilà, c'est pas impossible qu'en effet, il y ait une petite dizaine de gens qui soient concernés. Qu'est-ce qu'on sait factuellement par rapport à l'ampleur des accusations que produit Israël? Mais en fait, on ne sait pas grand-chose parce qu'Israël n'a jamais voulu produire ses preuves. Donc, on n'en sait pas plus que ce que Jonathan disait. Et sinon, je rappelle quand même que, de toute façon, on ne peut pas être, sauf si je me trompe, mais il me semble qu'on ne peut pas être embauché à l'UNRWA sans l'aval des autorités israéliennes. C'est-à-dire que c'est filtré. Chaque candidature à l'UNRWA est communiquée aux autorités israéliennes et donc filtrée par les autorités israéliennes. Vous confirmez, Jonathan ? C'est plutôt chaque embauche, parce que pour les candidatures, ce serait un nombre énorme, mais on partage quand même le nombre de tout notre personnel, leurs pièces d'identité et leurs fonctions, des autres détails, de façon annuelle avec tous les gouvernements dans les pays où on travaille, et aussi avec Israël, parce qu'Israël en tant que pouvoir qui occupe Gaza et Cisjordanie. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'employés cachés. Kamel Daouraï, on le voyait dans cette discussion. Jonathan nous dit en fait, il n'est pas impossible que oui, une petite partie de nos salariés ait pu participer au 7 octobre, et on le déplore, c'est ce qu'il dit. Et il y a cette idée que dit Jonathan, c'est en fait c'est la question des réfugiés même, et c'est le droit au retour qu'on veut toucher. Est-ce que cet argument, il vous semble entendable? Oui, alors ça, moi je pense que ce qui est fondamental, c'est que l'UNRWA en fait représente, en l'absence d'État palestinien et du fait que la population est dispersée entre plusieurs États, la seule institution au final qui conserve les archives, l'identité de l'ensemble de la population palestinienne qui est dispersée, c'est l'UNRWA. Et donc c'est la seule qui garantit, dans le cas d'ouverture de négociations éventuelles à l'avenir, sur le droit au retour, sur les compensations, sur les droits des personnes palestiniennes. Il n'y a que l'UNRWA qui est en mesure aujourd'hui de fournir une information complète sur la population qui est considérée comme réfugiée. Donc toute attaque contre l'UNRWA est une volonté, à mon avis, de venir remettre en cause potentiellement ce droit et de remettre en cause une connaissance fine de la population palestinienne où qu'elle réside. Alors on va la regarder justement, l'ampleur de cette population palestinienne dans le Proche-Orient. Les réfugiés palestiniens au Proche-Orient, ils sont aujourd'hui 6 millions. On va regarder leur répartition détaillée dans ce super livre que je vous conseille, Palestine-Israël, une histoire visuelle de Philippe Rekasiewicz et Dominique Vidal, super idée de cadeau de Noël, où figure cette carte qu'on a un peu adaptée pour vous la montrer dans cette émission. Plus d'un tiers des réfugiés palestiniens, 2,4 millions, vivent en Jordanie, où on compte 10 camps de réfugiés de l'UNRWA. Près d'1,5 million vivent dans la bande de Gaza, dont on a parlé, 40% d'entre eux, dans les 8 camps administrés par l'UNRWA, à Rafah, Khan Younes, Nuseirat, Jabalia. Il faut le noter, tous ces camps gazaouis ont été bombardés par l'armée israélienne depuis le 7 octobre. Vous voyez les petites croix rouges, et certains même ont été quasiment totalement détruits. Ils sont aussi évidemment 900 000 en Cisjordanie, avec 19 camps de réfugiés, Jénine, Tulkarem, Balata, près de Naplouse, et 600 000 Palestiniens en Cisjordanie qui vivent hors des camps, 300 000 dans des camps. Et puis en Syrie, il y a aussi près de 600 000 réfugiés palestiniens, 30% d'entre eux qui vivent dans les camps de l'UNRWA, et évidemment, certains ont été détruits ces dernières années, où la guerre a fait rage en Syrie pendant 5 ans. Et puis il y a aussi, on en parle beaucoup du Liban en ce moment, 500 000 réfugiés palestiniens au Liban, et c'est à peu près la moitié de la population des réfugiés palestiniens qui vit dans des camps. Cette carte, Kamel Daouraï, elle nous montre l'ampleur de la question politique,
mémoriel et surtout politique, en fait, dans ce contexte-là, de la question palestinienne. La question palestinienne, c'est pas juste souvent, comme on le pense, Gaza et la Cisjordanie, c'est toute la région en réalité, parce que les Palestiniens sont dans toute cette zone. Exactement, oui, ça montre vraiment l'ampleur absolument énorme du nombre de camps de réfugiés qui existent. Certains ont été créés en 48-49 et puis ensuite d'autres ont été créés en 1967 après la guerre des 6 jours. Ça montre l'ampleur de la permanence de ce conflit qui n'est toujours pas réglé. Après, ces chiffres, ils sont à prendre avec un peu de distance. Ils représentent en fait les nombres de personnes qui sont inscrites auprès des registres de l'UNRWA. Et ce qu'ils masquent en fait comme réalité, c'est qu'une partie d'entre eux ne sont plus dans la région. Et par exemple, au Liban, sur les 500 000 que vous avez montrés sur la carte, à peu près la moitié ont quitté le Liban, et on estime qu'à peu près 250 000 Palestiniens qui résident. Ça veut dire que l'ampleur des discriminations auxquelles les Palestiniens font face, le problème d'accès au marché du travail, à la santé, et ainsi de suite, a poussé énormément de Palestiniens à quitter la zone et pour aller se réfugier plus loin, en Europe du Nord, en Amérique du Nord, et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est une question qui est vraiment à plusieurs tiroirs, en fait. Jonathan, est-ce que vous avez l'impression, on va revenir sur un petit retour historique après, sur la question de 1948 et ce qui s'est joué à ce moment-là et cette mémoire-là, mais est-ce que vous avez l'impression, on disait tout à l'heure l'importance de l'UNRWA, je ne sais pas lequel de vous deux utilisez cette expression, que vraiment vous êtes au cœur des sociétés palestiniennes en réalité, est-ce que vous avez l'impression qu'à travers l'UNRWA, c'est finalement l'existence des Palestiniens en tant que, pas juste être humain, mais question politique qui est là mise en cause en ce moment? Bon, on estime que ces lois votées par le Parlement représentent quand même une tentative unilatérale de faire quelque chose comme ce qui devrait être une solution diplomatique partagée. Donc, dans ce sens-là, est-ce que si pour mettre en question le statut des réfugiés, l'existence même, c'est tout à fait possible parce qu'il s'agit quand même de changer le jeu en fait sur le terrain et faire un fait politique d'une sorte de atteinte au statut des réfugiés. Et je veux souligner quand même que le statut des réfugiés qui existe dans la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1949, ça prédate l'UNRWA, de 1948. Donc cette résolution de 1948, suivie de la création de l'UNRWA en 1949. Donc on essaie quand même de dire que les deux choses sont liées, mais en même temps ils sont séparés. Et on croit que essayer peut-être d'attaquer l'UNRWA, c'est par la suite attaquer la résolution de l'année précédente. Alors justement, on va faire ce petit retour historique maintenant pour comprendre de quoi on parle. On va remonter en 47, si vous voulez bien, 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, marquée par l'extermination des Juifs par les nazis et la Shoah. 2 dates importantes à partir de là. En novembre 47, l'Assemblée générale des Nations unies avalise un État juif sur, je crois, 56% de la Palestine, un État arabe sur le reste du territoire. Quelques mois plus tard, en mai 48, l'État d'Israël est officiellement déclaré et c'est le début de la première guerre israélo-arabe. Au même moment, des centaines de milliers de Palestiniens quittent le nouvel État d'Israël, le plus souvent de force. 800 000 d'entre eux vont être expulsés. C'est la Nakba, la grande catastrophe. Et dans ce livre, Palestine-Israël, une histoire visuelle, il y a ce dessin que j'ai trouvé très intéressant qui montre en jaune les principales régions d'où sont expulsés les Palestiniens. La Galilée, la région de Jaffa et Ramleh, la région de Beersheva et celle de Tibériade. Et en rouge, les zones où ils se sont établis dans l'actuelle Cisjordanie, l'actuelle Jordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie. Donc toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure, c'est la Nakba, c'est la grande catastrophe dans les mémoires palestiniennes. Et puis troisième date importante, décembre 1948, il y a une nouvelle résolution de l'ONU, la 194, qui est une référence, très toujours citée dans cette question du droit au retour, qui proclame donc ce droit au retour des Palestiniens et qui n'a jamais été appliqué en réalité, Kamel Daouraï. Non, elle n'a jamais été appliquée parce qu'en fait, elle remettrait... il n'y a jamais eu de résolution diplomatique. La seule façon de trouver une issue à ce conflit, le retour des réfugiés palestiniens, ça réside dans un accord politique qui devrait permettre aux gens de pouvoir exercer un choix de compensation, de retour éventuel. Mais il n'y a jamais eu de négociation. Les accords d'Oslo ont débuté, l'ont ouvert comme un des dossiers de résolution. C'était un dossier qui a le moins avancé. Il y a eu quelques
quelques petites avancées en 99-2000 à Taba, dans le dernier gouvernement, je crois, d'Ehud Barak à l'époque, qui n'ont pas donné lieu à des résultats tangibles. Et donc non, la question n'est pas réglée. Et d'autant moins réglée que la colonisation se poursuit, notamment en Cisjordanie, ce qui veut dire que la résolution de la question des réfugiés palestiniens, elle est d'autant plus complexifiée par cette réalité de la colonisation. Oui, absolument. Et comme disait Kamel, la question du droit au retour des réfugiés palestiniens, qui est fondamentale pour les Palestiniens, vraiment, elle est toujours repoussée à la fin de la période intérimaire, à la fin de la négociation, tout simplement parce que c'est vraiment la patate chaude. C'est une ligne rouge pour Israël, en fait. Ouais. Et sur ce plateau, on a entendu, la dernière fois, par exemple, Ofer Bronstein, au début de l'année dernière, qui est quelqu'un qui se vante de parler à l'oreille d'Emmanuel Macron sur le dossier israélo-palestinien et d'être un faiseur de paix, c'est comme ça qu'il se présente, qui nous disait, mais en fait, il y a un problème dans la question de l'UNRWA, c'est le fait qu'elle perpétue, génération après génération, ce droit au retour, et qu'il faudrait la remplacer, ou en tout cas, changer la définition de ce droit au retour tel qu'il est reconnu par les Nations Unies à la fin des années 40. Qu'est-ce que vous pensez de cette critique qui est faite ? Comme s'il y avait un droit perpétuel finalement, et que là, c'est les descendants des descendants des descendants de ceux de 1948, et que peut-être la question est mal posée. C'est comme ça qu'il semblait le dire, en tout cas. Je ne pense pas que la question elle soit spécialement mal posée, et je pense que c'est le problème de la non-résolution, enfin le problème d'absence de solution, le problème il réside là-dedans. Après, la question que ce statut se transmet, à partir du moment où en fait, il y a 3 solutions durables pour les réfugiés qui sont proposées par le HCR, il n'est pas, même si le Haut-Commissariat aux réfugiés, même si les Palestiniens n'en dépendent pas, les principes sont posés par la Convention et par la façon dont les réfugiés sont traités. C'est soit le retour, soit l'installation définitive ou durable dans les pays de premier accueil, soit la réinstallation dans un pays tiers. Donc en fait, il y a 3 solutions. À partir du moment où ces 3 solutions ne sont pas assurées, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles ne soient pas assurées, que les États d'accueil aient en partie peut-être manqué à l'intégration des réfugiés palestiniens après 75 ans, c'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, les pays sont souverains et peuvent faire adopter la politique qu'ils souhaitent. Tant qu'on n'a pas trouvé de solution durable telles qu'elles sont admises par la communauté internationale, le statut se perpétue. Et les Palestiniens ne sont pas les seuls dans cette situation, en plus. Et si je peux me permettre, à propos de ce que tu disais sur pourquoi perpétuer le droit au retour, etc., et Israël est le premier à le faire, vis-à-vis des Juifs. Je veux dire, tout Juif a le droit d'aller s'installer en Israël. Donc ce qu'on reproche aux réfugiés palestiniens, par ailleurs, on l'accepte pour les Juifs du monde entier. Donc là, il y a un problème au niveau du discours. Il y a un double standard. Jonathan Fowler, je crois qu'il y a une plaisanterie qui circule souvent parmi les gens de l'UNRWA, qui est de dire « nous sommes la seule agence de l'ONU qui aimerait disparaître, qui aimerait ne plus être utile ». C'est pas faux, c'est pas faux. On existe toujours parce que il n'y a pas eu de solution diplomatique à un problème qui dure depuis plus de 75 ans. Donc, si demain il y avait une résolution, oui, on aimerait bien disparaître. Par ailleurs, on a des règlements différents pour l'emploi de nos personnels. C'est que leurs salaires, par exemple, sont alignés sur les salaires des fonctionnaires des pays hôtes. Ce qui voudrait dire qu'on a vocation quand même, quand il y a une résolution, que notre personnel soit basculé dans le service public des entités palestiniennes. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a préparé le terrain depuis les débuts pour disparaître. Mais on continue parce qu'il n'y a pas eu de résolution. Qu'est-ce que vous dites maintenant, là, on est dans cette situation politique où des lois vont être votées en Israël, sont en passe d'être votées pour quasiment, en fait, en gros, décider de tourner la page de l'UNRWA. Quelle est la suite, en fait, des choses ? Pour vous, qu'est-ce que vous demandez ? C'est une très bonne question. Par ailleurs, tourner la page du droit humanitaire international ne peut pas être tournée parce que il est clair et net dans le droit humanitaire international que tout pouvoir occupant d'un endroit a une obligation à assurer le bien-être de la population sous occupation. Donc, disparition d'un droit veut dire que la responsabilité va tomber sur l'État d'Israël de faire ce qu'on fait.
Question ensuite, c'est si c'est souhaité par les membres du Parlement qui ont voté ça, c'est une grande question. Mais on entend déjà évoquer des idées comme la privatisation de l'aide humanitaire, toutes sortes d'idées, mais c'est même pas souhaitable et légalement pas correct. Mais même si ça devait arriver, en 3 mois, c'est tout simplement impossible de le faire. Ouais. On parle des énormes opérations, des opérations gigantesques qui ne peuvent pas être remplacées du jour au lendemain, qui ne devraient pas être remplacées, mais sont irremplaçables justement pour ça. Gwenaël, même le département d'État américain a dit que c'était quand même très préoccupant. Donc, est-ce que ces lois votées, qui sont votées par les parlementaires israéliens, donc ce sont des vraies lois votées par de vrais parlementaires réélus du peuple israélien, est-ce que c'est des lois qui ont vocation à s'appliquer ou est-ce que c'est un coup de pression en ce moment dans la discussion générale autour de la résolution possible, on ne voit pas trop comment là en ce moment, de ces guerres sur plusieurs fronts et notamment entre Israël et à Gaza et en Cisjordanie? Comment pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je pense que ce sont des lois qui ont été voulues par les députés israéliens et qui ont été votées par les députés israéliens et qui ont vocation à même des députés de gauche israéliens, on est d'accord? Oui. Il y a vraiment eu l'extrême gauche, si tant est qu'elle existe encore, extrême gauche israélienne, et les députés arabes. Ouais. Donc il y a une majorité écrasante. Ça révèle un vrai consensus au sein de la société israélienne. Il y a une majorité écrasante. Et d'ailleurs, le problème, c'est que moi, je ne suis pas dans les coulisses, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais j'imagine qu'il y a d'énormes pressions, notamment des États-Unis, sur Netanyahou en ce moment, pour dire non, mais l'UNRWA, ça vraiment, là, tu vas trop loin. Mais en même temps, Netanyahou, s'il révoque ses lois, sa coalition saute. Ouais. Donc, non, je sais pas si Jonathan sait s'il y a des discussions sur l'éventuelle révocation des lois. Je pense qu'il ne nous le dira pas s'il le sait. Mais je ne vois pas. Ça va être très compliqué aussi pour Netanyahou parce que, comme Jonathan le disait, si la puissance occupante doit prendre en charge ce que fait l'UNRWA, ça va ruiner Israël. Ouais. Et justement, Jonathan, vous pensez que c'est un coup de bluff ou Gwen nous dit ce sont des vraies lois votées et en plus il y a une fenêtre, si j'ai bien compris, de quelques semaines, là, 3 mois, c'est ça? 90 jours. 90 jours. Donc comment vous voyez les choses? Quelle peut être la résolution diplomatique de tout ça? Si j'étais dans la tête des personnes qui ont décidé de faire ça, je ne le suis pas. Donc, mais l'analyse, c'est que nous voyons ce que nous voyons. Donc, nous voyons qu'il y a des pressions, des demandes parfaitement légitimes des pays du monde entier de révoquer cette loi. Ou de ne pas la mettre en application. On entend des pays, des groupes de pays qui parlent d'autres mesures si cette loi n'est pas révoquée. On voit aussi que le secrétaire général des Nations Unies a saisi l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il faut se rappeler, c'est toujours notre employeur en quelque sorte. Le monde entier est notre mandataire par voie de l'Assemblée générale. Donc, il saisit l'Assemblée générale, mais aussi le Norvège, par exemple, va saisir le Cour international de justice. Donc, les démarches sont en marche dans un sens, mais à savoir ce qui pourrait advenir d'ici 3 mois, très très difficile à dire. Ouais. D'autant plus à que titre personnel, je pense que le mois prochain, ce sera important à voir ce qui se passe. Ouais. Mais d'autant plus, Gwenaël, après la question pour vous, Kamel Doré, mais là, tu reviens de Cisjordanie et les camps de réfugiés en Cisjordanie, il s'y passe beaucoup de choses en ce moment, particulièrement depuis le 7 octobre. Avant aussi, mais là, depuis 1 an, il y a beaucoup d'attaques sur les camps de réfugiés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? C'est pas juste Gaza. Ah non, c'est pas juste Gaza. Les camps de réfugiés, en particulier dans le nord de la Cisjordanie, sont ciblés par des raids israéliens, des bombardements israéliens, mais quasi quotidiennement. Il y a encore eu un raid ce matin dans le camp de Nour Shams à Tulkarem, donc au nord-ouest de la Cisjordanie. Alors pourquoi? Parce que dans les camps alors la réponse la plus immédiate, c'est que ce sont dans ces camps
qu'il existe encore une résistance armée palestinienne, donc des groupes armés palestiniens qui sont petits. Ils existent encore dans ces camps. J'en ai vu notamment à Tulkarem et à Jénine. Je sais qu'il y en avait à Balata, à Naplouse. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore parce que les raids ont été très meurtriers. Donc il y a ça. L'autre réponse qui est plus large, je pense, mais qui explique aussi d'ailleurs la présence de ces groupes armés dans les camps, c'est que dans le mouvement, historiquement, le mouvement national palestinien de lutte, de libération nationale, est né dans les camps et ça a toujours démarré dans les camps. Je veux dire, là, sans remonter au début de ce mouvement de lutte, la première intifada a commencé dans le camp de Jabaleya, qui est quasiment réduit à un champ de ruines aujourd'hui à Gaza. La deuxième intifada a commencé dans le camp de Balata à Naplouse. Ça vient toujours des camps, et ça vient toujours des réfugiés, et pour cause. C'est quand même eux qui ont le plus perdu. Ouais. Kamel Dorraï, c'est-à-dire que, en fait, loin d'être l'astérisque ou le dernier aspect qu'on traite dans les négociations, quand il y en avait, sur la question du Proche-Orient, la question du droit au retour et la question des réfugiés, ça devrait être quasiment la question qu'on aborde en premier, en réalité, parce qu'elle est au cœur de cette affaire. Oui, ça devrait. En fait, ça a longtemps été, comme c'était dit, le fer de lance du mouvement national palestinien est né à l'extérieur et est né dans les camps de réfugiés et autour des camps de réfugiés. Donc pendant très longtemps, le retour des réfugiés devait être le préalable, l'étape première à la création d'un État palestinien. Et puis Oslo est venu inverser les choses. À Madrid et Oslo, au début des années 90, il y a eu une inversion et il y a eu cette idée que les Palestiniens, en tout cas l'OLP, s'est résolu à créer d'abord un État et à dire une fois qu'on a un État, on verra comment est-ce qu'on peut s'arranger avec la question des réfugiés. Du coup, même, je pense, du côté d'un certain nombre de dirigeants palestiniens à l'époque, c'était une épine dans leur pied. Je veux dire, la question des réfugiés, c'était un dossier très compliqué qui allait peut-être hypothéquer à cette époque-là un statut final. Et donc il y avait cette idée que les réfugiés, il faut qu'on trouve une solution, mais on verra bien un peu le temps venu. Et puis aujourd'hui, on a, je crois, sauf erreur de ma part, mais au Liban, on a un premier ordre d'évacuation d'un camp au sud, le camp de Rachidi, qui est au sud de la ville de Tyr. C'est la première fois depuis les attaques depuis octobre qu'un camp de réfugiés doit être évacué au Liban. Pour vous, que cherche Israël en attaquant les camps de réfugiés, puisque Israël dit nous ciblons ceux qui sont les ennemis d'Israël, le Hamas, le Hezbollah au Liban. Pour vous, donc on parlait des groupes armés dans certains groupes dans un camp de réfugiés, mais pour vous, en attaquant y compris les camps de réfugiés au Liban, que vise Israël? Certains disent tout simplement c'est une forme de nettoyage ethnique, enfin d'élargir les frontières, finalement de créer des zones de sécurité autour d'Israël, mais aussi de se débarrasser le plus possible de cette question des réfugiés. Alors là, vraiment, j'ai pas d'utilisation des termes, j'ai pas du tout de connaissances en la matière assez précise. Mais en tout cas, ce qui est, moi, je pense, qui est assez certain, c'est qu'il y a une idée qu'en s'attaquant à certains espaces, que ce soit des quartiers à Beyrouth, que ce soit des villages et maintenant des camps de réfugiés, c'est une façon d'essayer de forcer les gens à prendre position et finalement à se désolidariser. Probablement des groupes palestiniens qui luttent contre Israël ou des groupes libanais qui luttent contre Israël. C'est une façon de forcer à se désolidariser et de montrer qu'on peut atteindre tout le monde où que l'on veuille. Tu partages ce point de vue, Gwenaëlle ? Oui, je voulais juste rappeler que concernant les camps de réfugiés au Liban, Sabra et Shatila en 1982, alors ce n'est pas les Israéliens qui ont commis les massacres, ce sont leurs alliés phalangistes chrétiens, mais voilà... Encore déjà les camps. Les camps sont visés depuis le début, en fait. On parle des négociations. Dernière question. Il y a une élection américaine dans 5 jours. On voit qu'en attendant, la diplomatie américaine essaye de s'activer ou nous dit qu'elle s'active pour trouver un accord dont on nous parle depuis un an et que personne n'arrive à trouver. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, Gwenaëlle ? Alors on nous a dit qu'il y avait des émissaires américains et israéliens au Qatar. Le président égyptien Sisi a proposé un cessez-le-feu de 2 jours avant d'autres négociations. Tout ça a été refusé par le Hamas qui a annoncé, je crois, aujourd'hui, ce matin me semble-t-il, que de toute façon il refuserait tout cessez-le-feu temporaire.
Ok, et côté israélien? Mais pourquoi ils arrêteraient? Quelle est la raison qui ferait qu'Israël accepterait un cessez-le-feu à Gaza? Aucune. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont tous les moyens de continuer, donc pourquoi s'arrêterait-il? Bah merci beaucoup pour cette... Merci Gwenaëlle, fini sur une note pas très optimiste, mais en tout cas c'est en effet tout ce qu'on documente dans cette émission et aussi sur Mediapart depuis bien longtemps et pas juste depuis 1 an. Merci beaucoup Kamel Daouraï d'être passé par le plateau de Mediapart. Merci Gwenaëlle et merci à vous Jonathan Fowler. On vous libère. Bonne soirée depuis Jérusalem. Sur Mediapart, notre dossier, nos articles autour des guerres d'Israël et de toute la situation au Proche-Orient. Émission en accès libre, je vous le rappelle, possible grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous. À la semaine prochaine sur Mediapart avec au menu 2 émissions spéciales. Notez bien, mercredi 6 et jeudi 7 à 19h autour des résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis. À très vite. Bonne soirée.